premier livre sur le scénario que j'ai lu, j'avais, je sais pas, 17 ans, je crois que c'est Jean-Claude Carrière qui l'avait écrit, et dedans, il disait « Exercice de scénariste, asseyez-vous à une table, regardez les gens passer, imaginez leur vie. Oui. Et par extension, imaginez ce qu'ils sont en train de penser. » Vous pensez qu'à ça? C'est normal, c'est un truc de femelle, c'est primitif. On crève de chaud. J'aurais pas dû mettre ce pull. Il y a du chauffage, hein? Ou alors c'est juste que toi, t'es chaude. Ouais. Toi, t'es chaude et humide. Et voilà, le petit sourire de salope. Vous êtes toutes les mêmes. C'est tellement riche dans toutes les thématiques qui sont abordées. Est-ce que quelque part, vous étiez donné une espèce de fil conducteur sur ce que vous vouliez raconter sur le monde? D'un point de vue purement narratif, on va dire l'arc, c'est va-t-elle sortir de l'appartement? Après, nous, on a construit la série avec un thème vraiment fort par épisode. Donc, on a un arc narratif très simple, très basique. Vraiment, on est je dirais presque au premier degré de l'enjeu dramatique. Va-t-elle franchir cette porte et sortir vivre avec les hommes? Un arc psychologique principal autour du père, un autre autour de l'amitié et une thématique globale autour de la figure du monstre qu'on décline dans sous-6 thématiques au cours de la série. Voilà. Elle se perçoit comme un monstre, comme différente. Elle est persuadée par sa différence d'être un monstre. À la semaine prochaine? À la semaine prochaine. Est un brin déstructuré, rapide, extrêmement imagé. Est-ce que ça, c'était déjà sur le scénario? Il y a un mélange entre ton découpage et quand même dans l'écriture, il y a déjà une rythmique en fait très forte qui est liée vachement au personnage et à le déploiement de son histoire en fait, et aussi des épisodes qui sont formellement différents les uns des autres. À part les 2 premiers qui se ressemblent un peu, mais après, le 3, c'est autre chose, le 4, c'est encore autre chose, et le 5 et le 6 aussi formellement, je veux dire. Et ça implique de l'écriture, ça implique des choses dans l'écriture. Le projet, il devait être ludique. C'était un mot hyper important pour nous. Il fallait que ça soit un grand jeu, tout ça, parce que ça peut être hyper vite très cérébral, le sujet. Je veux dire, entendre les pensées des gens, il y a moyen de faire... on alternait entre des séances d'écriture qui étaient de la philo, d'autres qui étaient... Enfin, je veux dire, on peut très vite devenir très, très, très abstrait, quoi. Et puis c'est aussi parce que, je sais pas, il y a des bons spectateurs aujourd'hui. Enfin, je trouve que les spectateurs modernes, ils sont hyper forts, quoi. Ils sont capables d'encaisser des sauts temporels, des trucs très rapides. Je trouve qu'on a tous bouffé, intégré tellement de séries qu'on peut se permettre de jouer sur des trucs comme ça. On les sous-estime beaucoup, moi, je trouve, les spectateurs. Tout à fait d'accord. Et pour le choix du format, ça avait été décidé avant, vous en avez parlé avec eux? Format auquel sens? Dans le format carré. Ouais. La série, c'est une série d'enfermement. Moi, j'avais envie du format carré pour ça, pour cette raison-là, pour contraindre mes personnages dans ce petit format-là. J'avais pas envie non plus que ça donne un côté film arty. Donc c'était une espèce de guerre permanente dans la façon de cadrer, etc., pour que ça reste quand même... Et je pense que tout le monde ne voit pas que c'est un format carré. D'ailleurs, vous le voyez parce que vous êtes évidemment dedans et que voilà. Mais je pense qu'il y a plein de gens qui le voient pas. Donc le format carré, c'était vraiment pour contraindre le cadre. Mais le cadre, il change à plusieurs fois dans la série. Vous avez vu l'épisode 3 qui n'est pas dans le même format pour le coup. Tout ce qui est dans l'appartement est un format carré et pas ce qui est à l'extérieur de l'appartement. J'ai fait des nouilles. Je trouve cet appartement formidable en termes de scénographie, de déco. Ça a été... Comment vous l'avez rêvé? Comment vous l'avez imaginé? C'est un travail avec le décorateur? Alors d'abord, petite précision, cet appartement était vide. Donc tout ce qui est dedans, c'est nous qui l'avons mis. Donc c'est l'incroyable travail de Gaël Guittard et de toute son équipe, qui sont tous
Bon, de toute façon, on dit toujours, c'était génial, on s'est tous aimés, on a tous trop bien travaillé. Bon, évidemment, je crois que j'ai jamais vu le contraire. Il faut imaginer que sur une série OCS, c'est encore plus. Forcément, c'est encore plus. On n'est pas très nombreux, tout le monde fait des efforts, tout le monde fait des cadeaux, on compte pas ses heures, les gens amènent des choses à eux, des meubles à eux. Enfin bon, c'est vraiment quelque chose comme ça. À la fin, ils ont fait, mais avec Gaël à leur tête, un travail sublime. On a beaucoup travaillé en amont. Moi, je voulais cet appartement. Il avait quelque chose qui me semblait essentiel pour la série, c'est qu'il restait un peu désuet. Il avait une vie à lui, les murs sont un peu craquelés. Et c'est très dur de trouver des très grands lieux, en plus Paris intramuros, qui sont pas des trucs bourgeois, vraiment, j'ai envie de dire, sans âme, quoi, en réalité, quoi. Donc je voulais cet appartement. Et on l'a complètement investi, complètement rempli, des peintures, des papiers peints, des rideaux, ce fameux rideau rouge qui coupe l'appartement en deux, enfin presque l'hémisphère droit, l'hémisphère gauche du cerveau coupé en deux par ce rideau de théâtre. Et voilà, et encore une fois, avec beaucoup de prépa et beaucoup d'implication des gens qui l'ont fait, qui l'ont fabriqué, quoi. Et c'est un personnage à la fin de la série, cet appartement. Vous m'arrêtez si je me trompe, certains plans ont été faits à l'intelligence artificielle. Ouais. D'accord. Comment c'est venu? Les joies, les peurs, les déceptions, l'ennui, la honte, les sédiments de crise et de désir inassouvis, les bouts de banalité, les morceaux de drame entassés. Tous ces trucs qui se mélangent dans l'anarchie des strates et s'agglutinent au fond. Comme nous, on représentait l'inconscient du fond du cerveau, on s'est dit, il y en a un d'inconscient collectif, en fait, et c'est celui-là. Donc on avait envie de s'en servir, en plus d'avoir besoin de s'en servir. Surtout que moi, ce que j'ai aimé dans l'IA, c'est quand elle se trompe, quand ce qu'elle fait, c'est nul. Il y a plein de plans qui sont mis, c'est pas du tout ce qu'on lui a demandé de faire. Il y a cette recherche qui est mélangée avec des plans qu'on a vraiment tournés. Et la construction de Bruno, le montage à l'intérieur de ça, c'est-à-dire une écriture plastique aussi qui n'est pas l'IA telle qu'elle est sortie de la machine. Elle est complètement refabriquée par le montage. Donc ça rend l'IA comme un espèce d'outil, comme une glaise ou comme un truc qu'on va sculpter. Je sais aussi qu'il y a des exceptions. Par exemple, ces gens dont émane une musique. Votre personnage, il est magnifique. Il est à contre-courant des autres aussi, oui. Je trouve. Comment il est né Ce personnage, il est né en fait d'une. Alors, c'est il reste deux choses de ton scénario original, mais c'était l'idée que le personnage qui entend dans les pensées entend de la musique. Enfin, entend une musique à l'intérieur d'elle. Et une musique soit en train de se construire, soit une partition. Et ça, c'était une idée de Bruno qui était magnifique et qui s'est déployée donc, sur ce personnage-là. Alors, à l'origine, elle était chef d'orchestre. Comme on n'avait plus d'argent, c'était une fille qui fait de la compo dans son ordinateur, enfin, une compositrice d'aujourd'hui, on va dire. Mais en fait, c'est la même idée. Et c'était aussi un endroit de paysage sonore, parce qu'on a accès à peu de paysages, même c'est le huis clos, etc. Et la musique, le son devient un endroit de paysage. Je me souviens de Thomas, Malik ou Johanna. Pardon, je sais pas, j'ai dû rêver. Pas de problème. C'est pas moi qui vais juger, hein. Si tu savais. Arnaud Jolet, le musicien, parce qu'on a composé ensemble certaines... Enfin, moi, j'ai composé un morceau pour la fin, mais lui, il a composé le score. Entre le premier et le dernier épisode, il y a une écriture aussi en filigrane de ce paysage-là, du son et de la musique qui se déploie. Pour Denise, pour qu'elle puisse s'échapper de son enfermement, c'était vraiment une piste qui nous intéressait beaucoup. Et du coup, la musique... on a voulu qu'elle soit vraiment inscrite dans la dramaturgie de la série. Décrivez-moi. Chelou, cette meuf. T'es bizarre comme meuf. Bah ouais, toi aussi. Ok. C'est parti. Ça commence par un piano. Une petite boucle un peu obsessionnelle. Et... Non, pardon, c'est un violoncelle. J'ai changé. C'est un violoncelle. Et ça installe une sorte de suspense.
Est-ce que sans indiscrétion, vous avez une part de copro dedans ou pas? Moi, je suis coproducteur maintenant de tous mes projets. Donc, on est en coproduction avec Prélude. Ma boîte s'appelle Jack n'a qu'un œil, une boîte que j'ai avec Olivier Abou, qui est réalisateur aussi, et Mathieu El-Kaïm. Et oui, moi, je suis coproducteur maintenant de tous mes projets. Il y a 2 ans, Olivier disait qu'il en avait marre de s'asseoir à la table des enfants après avoir ramené tout l'argent. Je cite. Non, mais on le sait tous. C'est pas, je dirais pas on est aidé à ramener tout l'argent, mais enfin, ça part de notre travail, tout ça. La machine qui met tout en route et qui permet d'aller chercher de l'argent, bon. Mais moi, je trouve que là, je suis pas à 100% d'accord. C'est pas pour ça qu'on doit. C'est parce qu'on fait un travail de producteur, même quand on n'est que réalisateur. En adaptant notre mise en scène ou notre scénario, pour économiser de l'argent, en fait, on fait un travail de producteur. Et ce travail de producteur, même si c'est 1%, même si c'est 2%, nous, on pense qu'il doit être d'une façon valorisé. Parce qu'il n'a rien à voir avec réaliser, décider où on met la caméra, diriger des acteurs ou je sais pas quoi, ni avec le travail d'écriture. C'est vraiment un autre endroit. On est en phase de devis. Là, on s'est tous retrouvés avec un directeur de production qui dit « Ah non, ça coûte tant. » Voilà. À partir du moment où un réalisateur ou un auteur est confronté au prix des choses, il me semble évident que quelque part, il est un petit peu producteur.